En 1982, la sonde soviétique Venera 13 a traversé les nuages toxiques d'acide sulfurique et s'est posée sur la surface de la planète la plus impitoyable du système solaire, Vénus. La pression y est suffisante pour écraser un sous-marin. La chaleur fait fondre le plomb et le ciel est enveloppé de nuages saturés d'acide. Pourtant, même dans cet enfer, Venera 13 a survécu pendant un record de 127 minutes, transmettant des images et des données, jusqu'à ce que la chaleur extrême et la pression insupportable la détruisent. La sonde était conçue pour résister à n'importe quelle catastrophe terrestre. Mais Vénus s'est révélée bien plus redoutable que ce que les scientifiques avaient imaginé. Maintenant, imaginez un humain debout sur la surface de ce monde infernal. Combien de temps tiendrait-il? Et qu'est-ce qui le tuerait en premier? Allons-y voir. Si vous apparaissiez instantanément sur la surface de Vénus, sans aucune protection, vous n'auriez même pas le temps de voir quoi que ce soit. La mort serait presque immédiate, et pas à cause de la température extrême ou de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. La pression colossale vous tuerait en premier. La pression atmosphérique sur Vénus est comparable à celle d'une immersion à 900 mètres sous l'eau. Cette pression écraserait instantanément votre corps. Cependant, il est probablement juste de dire que vous préféreriez être équipé d'une combinaison spatiale construite avec la même technologie que la sonde Venera 13. Dans ce cas, bienvenue sur Vénus. La première chose que vous remarqueriez en regardant autour de vous est une lueur dense jaune-orangé qui vous entoure, due à l'atmosphère épaisse remplie de dioxyde de carbone et de nuages d'acide sulfurique. La lumière du soleil est fortement diffusée, plongeant la planète dans un crépuscule perpétuel. Mais ce n'est guère un problème, il n'y a pas grand-chose à voir de toute façon. Juste des plaines arides couvertes de roches volcaniques, de fissures et de pierres. Votre combinaison spatiale est renforcée avec des plaques de titane durables, capables de résister à 90 atmosphères de pression. Cela ajoute un poids considérable et vous le sentirez ici, car la gravité de Vénus n'est que 10% inférieure à celle de la Terre, donc la différence est à peine perceptible. La protection thermique de votre combinaison doit être aussi avancée que possible, et pour cause, Vénus est la planète la plus chaude du système solaire, avec une température de surface de 470 degrés Celsius. Pourtant, la chaleur est inévitable, même du côté sombre de la planète. Cela est dû à l'effet de serre. La lumière du soleil réchauffe la planète et l'atmosphère dense piège la chaleur, créant une véritable serre infernale. Tout comme Venera 13, votre combinaison spatiale est équipée d'un blindage thermique multicouche avec une couche externe en carbure de silicium capable de résister jusqu'à 500 degrés Celsius. Le système de refroidissement interne fonctionne en évaporant des liquides spéciaux qui absorbent la chaleur et l'évacuent loin de votre corps. Vous luttez, mais persévérez avec confiance et parvenez à vous déplacer sur le paysage rocheux brûlant. Il fait si chaud ici que des métaux comme l'étain, le zinc et le plomb n'existent qu'à l'état fondu. L'acide sulfurique toxique attaque sans relâche votre combinaison. Mais pour l'instant, elle tient bon grâce à ces plaques de titane recouvertes de matériaux résistants chimiquement, comme le tantale et l'or, qui protègent contre la corrosion. Tout autour de vous est du dioxyde de carbone dans un état supercritique à 90 bars de pression. Ce n'est plus seulement un gaz, mais quelque chose entre un gaz et un liquide. Un milieu qui détruirait toute vie en un instant. Après un court moment, votre condition commence à se détériorer. Le système de refroidissement est le premier à lâcher. Peu importe son avancement, il ne peut simplement pas résister à de telles températures extrêmes. Votre combinaison commence à surchauffer rapidement de l'intérieur. Sans endroit où se cacher, un coup de chaleur s'installe instantanément. Vous perdez conscience et en 1 minute, la température interne atteint des niveaux critiques et vous mourrez. En même temps, la protection chimique de votre combinaison commence à faillir. L'acide sulfurique agressif et la pression écrasante commencent à la dégrader. Sa structure chauffe, se fissure et s'effondre sous les conditions infernales de Vénus. Vous avez tenu toute une vingtaine de minutes sur cette planète, une prouesse impressionnante si l'on considère qu'il s'agit du monde le plus chaud du système solaire. Cependant, dans une combinaison spatiale standard de la NASA, vous n'auriez même pas survécu 1 minute. Mais qu'en est-il des autres planètes du système solaire? Quelle protection faudrait-il pour survivre et quelle planète est la plus dangereuse?
Votre prochaine destination est la planète la plus proche du Soleil, et aussi la plus petite du système solaire, Mercure. Mais votre sort dépendra du côté où vous choisissez d'atterrir, le côté sombre ou le côté ensoleillé. Le principal problème est que Mercure n'a pas d'atmosphère, ce qui signifie que la distribution de la chaleur est extrêmement inégale. En conséquence, les températures de surface fluctuent plus dramatiquement que sur n'importe quelle autre planète du système solaire. De moins 173 degrés Celsius la nuit à 427 degrés Celsius le jour. Et pourtant, vous osez poser le pied sur la surface froide et sombre. Votre combinaison durable vous protège des températures glaciales, mais la première chose que vous ressentirez est le froid glacial du sol sous vos pieds. Sans atmosphère, il n'y a pas de milieu pour transférer la chaleur. La première chose que vous remarquerez est à quel point le paysage ressemble à la Lune. La surface est couverte de cratères, de fissures et de poussière, dominée par des nuances de gris, avec l'obscurité brisée seulement par la faible lumière des étoiles lointaines. Dans votre combinaison ultra-protectrice thermique et anti-radiation, vous pouvez faire une courte promenade sur le côté sombre de Mercure. Cependant, attendre que le soleil se lève est une erreur fatale. Quand le soleil apparaît, vous remarquerez qu'il a l'air complètement différent de ce qu'il est sur Terre. Au lieu de la teinte jaune chaude habituelle, il brille d'une intensité blanche aveuglante. Cela est dû au fait que Mercure n'a pas d'atmosphère pour adoucir sa lumière. De plus, le Soleil apparaît 3 fois plus grand et beaucoup plus lumineux que depuis la Terre. La température monte rapidement et sans protection adéquate, votre combinaison ne pourrait pas vous abriter des radiations mortelles. Les rayons ultraviolets causeraient des brûlures en quelques minutes si aucun système de blindage n'était en place. Heureusement, votre combinaison est étanche aux radiations. Cependant, même les systèmes de refroidissement les plus avancés ne pourront pas maintenir une température sûre longtemps sous le soleil brûlant. La température à l'intérieur de votre combinaison monte inévitablement, approchant des niveaux critiques. Il n'y a nulle part où se cacher et attendre la nuit est inutile. Une fois le soleil levé, l'obscurité ne reviendra pas avant 29 jours terrestres. En quelques minutes, les radiations solaires s'infiltrent dans les systèmes électroniques de votre combinaison, désactivant presque toutes les fonctions vitales. Peu après, vos organes internes commencent à recevoir des doses mortelles de radiation et à défaillir. Même si votre réserve d'oxygène est intacte, votre système de refroidissement s'est complètement arrêté. Vous perdez rapidement conscience et vous effondrez sur la surface brûlante de Mercure. Ici, vous n'avez tenu que 15 minutes. Les radiations intenses et les températures extrêmes ne vous ont laissé aucune chance de survie. Mais peut-être que votre prochaine destination sera différente. Peut-être que vous aurez non seulement la chance de marcher sur sa surface, mais même d'y rester pour de bon. Votre prochain arrêt est Mars. Vous avez atterri sur l'équateur de cette planète, non loin du site où le rover Curiosity de la NASA s'est posé. Le paysage semble à la fois familier et alien, ressemblant aux régions désertiques de la Terre, mais avec une atmosphère inhabituelle. Le ciel a une teinte orange pâle, et les plaines qui vous entourent sont parsemées de rochers et de blocs de pierre. Vous avez de la chance d'être arrivé pendant un jour d'été martien, quand les températures à l'équateur peuvent atteindre un confortable 20 degrés Celsius. Pour l'instant, le système de protection thermique de votre combinaison reste inactif. Cependant, il deviendra bientôt essentiel, car les températures nocturnes chuteront à moins 70 degrés Celsius. Malgré votre combinaison lourde, les mouvements ici seront relativement faciles. La gravité de Mars est 2,5 fois plus faible que celle de la Terre, ce qui signifie que vous pesez 2,5 fois moins. La température peut encore être tolérable, mais vous devez rester conscient des radiations, qui sont plus de 20 fois plus élevées que sur Terre. Pendant les éruptions solaires, elles augmentent encore plus. Mars n'a pas de champ magnétique ni d'atmosphère dense pour se protéger des radiations. Heureusement, votre combinaison est renforcée avec plusieurs couches de Kevlar et de polyéthylène pour minimiser ces risques. Vous avez maintenant passé plusieurs heures sur la planète rouge sans rencontrer de difficultés sérieuses. Il semble que rien ne vous empêche de vous installer et de construire un petit abri souterrain. Cependant, ce n'est pas un plan idéal. Plus vous restez longtemps sur Mars, plus sa faible gravité et ses radiations intenses affaibliront votre santé. Cette combinaison dangereuse dégradera lentement votre système circulatoire, augmentera le risque de maladies cardiovasculaires
et même altérera les fonctions cérébrales. Après 10 heures sur Mars, votre réserve d'oxygène est épuisée. Vous retournez avec succès à votre vaisseau et laissez la planète rouge derrière vous. Mais votre prochaine destination est vraiment exaltante. Vous vous dirigez vers une géante gazeuse, la plus grande planète du système solaire. Atteindre Jupiter et survivre est une tâche incroyablement difficile. De la géante gazeuse, vous rencontrez des niveaux extrêmes de radiation, plus élevés que partout ailleurs dans le système solaire sauf le Soleil. Cela est dû au champ magnétique immense de Jupiter, qui s'étend sur 7 millions de kilomètres vers le Soleil et atteint presque l'orbite de Saturne dans la direction opposée. Ce champ, 18 000 fois plus fort que celui de la Terre, piège d'énormes quantités de radiation solaire dans sa magnétosphère. Seule la coque épaisse en titane de votre vaisseau peut vous en protéger. Supposons que vous ayez réussi à atteindre votre destination. Maintenant, vous devez descendre dans l'atmosphère de Jupiter. Heureusement, grâce à la sonde Galileo de la NASA qui a plongé dans Jupiter en 1995, vous avez une idée de ce qui vous attend. La sonde Galileo est descendue sur 140 km dans l'atmosphère de Jupiter avant de cesser de fonctionner. Sa descente a duré 58 minutes, un temps de survie remarquable dans de telles conditions extrêmes. Maintenant, vous devez tenter de reproduire cet exploit. Votre combinaison spatiale est spécialement conçue pour résister à des radiations intenses. Comme Galileo, sa coque externe est en alliage de titane pratiquement scellée avec du polyéthylène et du Kevlar pour réfléchir les radiations. Pour contrer la pression immense, la combinaison a un système multicouche absorbant les chocs qui distribuent la force uniformément. Enfin, vous sautez vers Jupiter. La première chose que vous rencontrez sont des nuages d'ammoniac situés à 19 km au-dessus de la surface théorique de la planète. La température ici est en dessous de moins 100 degrés Celsius. Bien qu'il fasse un froid inimaginable, votre combinaison est équipée d'isolation thermique et vous passez rapidement cette couche glaciale. En 1 minute, les températures commencent à monter et la pression atmosphérique approche celle de la Terre. Vous êtes presque à la surface de Jupiter, mais ce qui vous attend ensuite sont des vents catastrophiques atteignant 600 km/h qui vous projettent dans un vortex massif. Votre combinaison tient, mais votre corps ne peut pas résister aux forces G immenses et vous ne survivez pas. Même alors, les vents et les éclairs, certains s'étendant sur plus de 1000 km, ne parviennent pas à détruire votre combinaison, qui continue sa descente. À chaque kilomètre qui passe, la température et la pression s'intensifient. En quelques minutes, votre combinaison sans vie atteint la couche de nuages d'eau où les températures tournent autour de 0 degrés Celsius. En 2 minutes de plus, vous descendez à une profondeur de 140 km où la température a grimpé à 150 degrés Celsius et la pression est de 24 bars. C'est la même profondeur où Galileo a arrêté de transmettre. Vous n'avez tenu que 3 minutes depuis l'entrée dans l'atmosphère de Jupiter, bien trop peu pour assister à quoi que ce soit d'extraordinaire. Cependant, si vous aviez choisi l'une des lunes les plus fascinantes de Jupiter, Europe, votre sort aurait pu être différent. Cette fois, vous vous tenez fermement sur un sol solide. Sous vos pieds se trouve une croûte de glace épaisse de 14 à 24 km dissimulant un océan d'eau liquide. La température ici est stupéfiante, moins 150 degrés Celsius, presque aussi froid que le côté sombre de Mercure. Vous vous trouvez sur une vaste étendue gelée de la taille de la Lune terrestre, sa surface lisse scarifiée par d'innombrables fissures. Il n'y a pas d'atmosphère et les radiations de Jupiter sont extrêmes. Votre combinaison vous protège, mais pas pour longtemps. En raison de la faible gravité d'Europe, votre poids est 7,5 fois moindre que sur Terre, vous permettant de vous déplacer sans effort, malgré votre combinaison lourde. Au loin, vous repérez un geyser massif, crachant de la vapeur d'eau à 190 km dans l'espace. La glace sous vos pieds tremble et vous vous effondrez, non pas à cause d'un tremblement de terre, mais parce que les radiations ont désactivé votre réserve d'oxygène. Votre vision s'assombrit, un vertige s'installe et vous perdez bientôt conscience. Ironiquement, Europe a beaucoup d'oxygène. Elle en génère environ 12 kg par seconde lorsque les radiations de Jupiter séparent les molécules d'eau à sa surface. Mais vous ne pourrez pas le respirer. Bientôt, les radiations détruisent entièrement votre combinaison. Vous avez survécu 15 minutes sur Europe, le même temps que sur Mercure. Maintenant,
Une autre géante gazeuse vous attend. À travers la fenêtre du vaisseau, vous voyez une planète que vous reconnaissez instantanément par ses magnifiques anneaux. Vous approchez de Saturne. Tout comme Jupiter, atterrir sur cette planète est impossible, mais la curiosité l'emporte, et vous êtes prêt à prendre le risque une fois de plus. En enfilant une combinaison massive avec une protection renforcée contre les radiations, vous vous préparez à sauter. Déjà dans les couches supérieures de l'atmosphère, vous êtes accueillis par un spectacle familier, une aurore similaire aux aurores boréales de la Terre. Elle apparaît en raison de l'interaction du champ magnétique de la planète avec des particules chargées. Étonnamment, vos instruments fonctionnent encore et votre descente continue. Après un certain temps, vous entrez dans la troposphère, la couche atmosphérique inférieure de Saturne, s'étendant sur 240 km. Ici, les conditions météorologiques montrent toute leur puissance. Ouragans et vents atteignent des vitesses de 400 mètres par seconde, plusieurs fois plus forts que les tempêtes les plus destructrices de la Terre. C'est dans cette couche que la raison de l'apparence jaune de Saturne depuis l'espace devient évidente. La réponse réside dans des nuages denses composés de cristaux d'ammoniac. La moindre brèche dans votre combinaison dans cet environnement toxique serait instantanément fatale. Près de la surface hypothétique de Saturne, les températures chutent à moins 200 degrés Celsius. Ce froid extrême recouvre immédiatement votre combinaison de glace et vos appareils électroniques commencent à défaillir. Il semble que ce soit la fin, pourtant vous êtes encore conscient. L'obscurité vous entoure car presque aucune lumière solaire n'atteint cette profondeur. Avant longtemps, la pression croissante commence à déformer votre combinaison. À chaque instant qui passe, respirer devient plus difficile jusqu'à ce que la force écrasante détruise enfin votre protection. Vous périssez. Vous avez réussi à survivre 5 minutes en tombant dans Saturne, un peu plus longtemps que sur Jupiter. Mais tout comme Europe, Saturne a un candidat beaucoup plus prometteur pour un atterrissage. Sa lune Titan, le seul satellite du système solaire avec une atmosphère dense. Posez le pied sur sa surface, l'idée que vous ne tombez plus infiniment dans une géante gazeuse est réconfortante. Cela réchauffe vraiment votre âme, figurativement et littéralement, car la température de Titan est relativement douce, moins 180 degrés Celsius. Pour assurer la survie, votre combinaison spatiale est couverte de matériaux hautement réfléchissants qui repoussent efficacement le froid. À l'intérieur, elle est doublée d'aérogel de silice, un excellent isolant qui bloque les températures extrêmes et maintient la stabilité thermique. Cependant, la visibilité ici est mauvaise, en raison d'une atmosphère riche en composés organiques, jetant tout dans une brume jaunâtre. Cela vous empêchera de voir Jupiter ou d'autres corps célestes dans le ciel. Mais se déplacer sur Titan est relativement facile, car sa gravité est environ 1/7 de celle de la Terre. Même dans une combinaison lourde, vous vous sentirez à l'aise. La pression atmosphérique ici est aussi gérable, environ 1,5 fois plus grande que sur Terre. Après un certain temps, vous découvrez un petit lac ressemblant à ceux de la Terre, mais n'y pensez même pas à le toucher. Au lieu d'eau, c'est un mélange de méthane et d'éthane. Ce qui existe à l'état gazeux sur Terre est liquide ici en raison des températures glaciales. Vous êtes maintenant ici depuis plus d'1 heure. Les niveaux de radiation sur Titan sont plus élevés que sur Terre, mais votre combinaison continue de vous protéger, vous permettant d'explorer. Cependant, bientôt vous commencez à frissonner car un froid extrême s'insinue dans votre corps. La protection thermique de votre combinaison faillit face à la température de moins 180 degrés Celsius de Titan. Une demi-heure plus tard, vous perdez conscience et vous effondrez sur la surface glacée, succombant à l'hypothermie. Vous avez survécu ici pendant 2 heures et demie. Nous pouvons tous convenir que c'est bien mieux que quelques minutes de chute dans l'abîme de Saturne. Titan s'est révélé être un monde extrêmement froid, mais comment vous en sortiriez-vous sur la planète la plus froide du système solaire? Pour le découvrir, nous nous dirigeons vers Uranus. En regardant la planète bleu-vert, vous réalisez qu'une autre plongée dans une géante gazeuse vous attend. Cependant, cette expérience ne sera probablement pas très différente des précédentes. La probabilité de mourir ici des vents atteignant 900 km/h est extrêmement élevée. Et si vous survivez seulement à cela, la température de moins 220 degrés Celsius vous achèvera. Aucune protection thermique ne peut vous sauver. Au mieux, votre chute durera 3 à 5 minutes avant la mort inévitable.
Une option plus intéressante est de visiter les lunes d'Uranus. D'abord sur la liste est Titania, le plus grand satellite de la planète, avec un rayon de seulement 790 km, la moitié de la taille de notre Lune. Si vous pesez 80 kg sur Terre, vous n'en pèseriez qu'environ 2 kg sur Titania. Avec votre combinaison, le poids total serait d'environ 4 kg. Mais si vous choisissez d'atterrir sur Miranda, la plus petite lune d'Uranus avec un rayon de seulement 235 km, faites attention à ne pas dériver dans l'espace. Votre poids total, incluant la combinaison, serait juste au-dessus d'1 kg. Après avoir expérimenté une quasi-apesanteur sur cette petite lune, vous décidez de passer à autre chose. Prochain est un voyage vers la planète que seul un vaisseau a visité, Voyageur 2. À première vue, Neptune apparaît comme une planète bleue paisible, apparemment inoffensive, mais en réalité c'est un vrai cauchemar. Elle abrite un mélange mortel de facteurs, températures en dessous de moins 200 degrés Celsius, une atmosphère composée d'hydrogène, d'hélium et de méthane, et les vents les plus forts du système solaire atteignant 2100 km/h, 5 fois la vitesse du son, et des radiations qui, bien que plus faibles que sur Saturne ou Jupiter, sont encore suffisantes pour endommager votre combinaison et vous blesser. Dès que vous entrez dans la haute atmosphère, vous vous trouvez dans une zone létale de radiation et de tempêtes violentes. Votre existence sur Neptune est éphémère, juste 2 minutes de chute libre avant de heurter une zone de radiation intense et de vent menant à une mort instantanée, peu importe l'avancement de votre combinaison. Mais il reste une destination, Pluton, la planète naine, et le défi final de notre challenge de survie planétaire. Le diamètre de cette planète naine est de seulement 2380 km, plus petit que notre Lune qui mesure 3475 km de diamètre. Pourtant, malgré sa petite taille et sa faible masse, Pluton a une atmosphère fine mais présente, offrant une légère protection contre les radiations. Cependant, les radiations ici sont encore abondantes. En posant le pied sur la surface de Pluton, votre première tâche est d'allumer votre lampe torche. L'obscurité règne ici. En levant les yeux, vous repérez le Soleil, maintenant ressemblant à une étoile brillante, sa lumière prenant plus de 5 heures pour atteindre ce monde distant. La gravité est similaire à celle de la Lune, donc votre combinaison lourde ne posera pas de problème. Ce dont vous devriez vous inquiéter est la température plongeant à moins 220 degrés Celsius. En explorant la surface, vous observez un mélange de glace et de roches gris-brun. Pluton apparaît comme un désert gelé avec des collines et des vallées, rappelant le côté sombre de Mercure. Après juste quelques minutes, le froid extrême commence à dégrader votre combinaison, la rendant cassante. Une brèche soudaine se produit et vous périssez instantanément. Votre temps sur cette planète glacée n'a duré que 8 minutes, marquant la fin de votre challenge de survie planétaire. Elon Musk est convaincu que nous ne survivrons pas en tant qu'espèce sans coloniser d'autres planètes. L'exploration de mondes extraterrestres nous permettra de survivre à une apocalypse possible et nous donnera aussi accès à de vastes ressources naturelles. Et le point de départ devrait être Mars. Le patron de SpaceX croit que les humains poseront le pied sur Mars d'ici 2029 et que, quelques années plus tard, les premières colonies martiennes commenceront à apparaître autour de la planète. Et pendant que les préparatifs pour la mission à venir battent leur plein, Mars reste un endroit difficile. Prenez la poussière par exemple. À cause de l'intensité des vents, la poussière s'accumulerait constamment sur les panneaux solaires et les mettrait hors service. Les petites roches qui parsèment la surface de la planète pourraient être encore plus dommageables. En 2022, la NASA a montré des images des pneus du rover Curiosity déchirés par le sol martien. En fait, Mars est assez hostile. Il y fait très froid et la température moyenne à la surface est d'environ moins 60 degrés Celsius. Une personne là-bas se transformerait rapidement en glaçon sans une forme de protection ou de combinaison spatiale. Le champ magnétique de la planète est très faible et l'atmosphère est 100 fois plus fine que celle de la Terre, ce qui signifie aucune protection contre les radiations cosmiques. De plus, il n'y a rien à respirer car l'atmosphère de Mars est un cocktail toxique de dioxyde de carbone, d'azote et d'argon. Mais avec l'aide de la technologie moderne, tout cela peut être résolu. Même la gravité, qui est presque 3 fois moindre que sur Terre, ne causera pas beaucoup de problèmes, bien qu'il faudra passer plusieurs heures par jour sur des machines d'exercice spéciales pour rester en forme.
Elon Musk prépare déjà les gens à atterrir sur la planète rouge, mais le vol sera très long. La distance moyenne entre la Terre et Mars est de 225 millions de kilomètres. Si vous conduisiez une voiture à 112 km par heure, il vous faudrait 223 ans pour y arriver. Au point le plus proche, la distance entre les planètes est d'environ 62 millions de kilomètres et environ 400 millions de kilomètres au point le plus éloigné. Le meilleur moment pour les vols spatiaux vers Mars depuis la Terre arrive une fois tous les 2 ans, quand les orbites des 2 planètes sont les plus proches. C'est à ce moment que le vaisseau Starship le plus avancé décollera de la Terre. Chaque vaisseau sera attaché à une fusée porteuse réutilisable avec 42 moteurs Raptor. La hauteur totale de la fusée est de 122 mètres, la plus grande jamais construite, surpassant même la fusée Saturn V lunaire de la NASA. La fusée booster accélérera le vaisseau à une vitesse de 8650 km par heure, puis se détachera et retournera sur Terre. Le vaisseau livrera les gens sur Mars en environ 7 mois, et après avoir rempli les réservoirs avec du carburant produit sur Mars, le vaisseau pourra être lancé de retour vers la Terre en utilisant ses propres moteurs. Pour approvisionner les fusées en carburant, une usine sera construite sur Mars pour produire du méthane et de l'oxygène liquide à partir de glace d'eau et de dioxyde de carbone atmosphérique. Le vaisseau transportera 100 ou même 200 personnes et 100 tonnes de cargo. La flotte Starship fera environ 1000 voyages par an. Selon Musk, à ce rythme, d'ici 2050, une ville avec des millions de citoyens et une industrie développée pourrait apparaître sur la planète rouge. L'idée est de construire une ville sous des dômes protecteurs. Les habitations seront construites par des robots avant l'arrivée des gens, et le reste pourrait être imprimé par les colons en utilisant des imprimantes 3D. La NASA a déjà organisé un concours pour la meilleure maison martienne dans un programme spécial appelé 3D Printed Habitat Challenge. La première place est revenue au projet Mars Ice House, qui est un igloo de 4 étages, une yourte d'Esquimaux adaptée aux conditions de Mars. Il a de nombreux appartements et salles communes connectés par un escalier en spirale. Les pièces auraient des murs courbes pour créer l'illusion de plus d'espace. Mais quelle que soit la forme que prendront les maisons sur Mars, Elon Musk croit que le plus important est de rendre la colonie indépendante des fournisseurs de la Terre. La nourriture serait cultivée dans des fermes hydroponiques alimentées par l'énergie solaire. Quant au sol martien, il n'est pas encore clair si les plantes terrestres y prendront racine. Récemment, le sol lunaire a été testé dans le même but. S'il y a des colons sur la Lune, ils devront au moins partiellement se fournir en nourriture. Pour découvrir si cela fonctionnerait, des scientifiques de la NASA et de l'Université de Floride ont semé des cultures vertes dans du régolithe lunaire et de la cendre volcanique et ajouté une solution nutritive. Arabidopsis thaliana, un parent des légumes crucifères, a parfaitement germé dans ce mélange, et cela a élevé le classement de la Lune comme site de colonisation. Pourtant, notre satellite est trop petit pour devenir une seconde Terre. Les scientifiques considèrent toutes les planètes du système solaire qui pourraient devenir un remplacement à part entière de notre maison, même Mercure. Il est difficile d'imaginer qu'une nouvelle Terre serait un corps céleste qui tourne si près du Soleil. Notre étoile chauffe la surface de Mercure à une moyenne de 179 degrés Celsius et la température maximale quotidienne monte encore plus haut, jusqu'à 427 degrés Celsius, et il n'a pas d'atmosphère pour dévier les radiations solaires. Une solution a été proposée dès 2011. La sonde Messenger a repéré une tonne de caractéristiques ressemblant à du fromage suisse sur la surface de Mercure, qui pourrait indiquer des tubes de lave souterrains. Des colonies construites à l'intérieur de tels tubes seraient naturellement protégées des radiations solaires et des températures extrêmes. Mais le manque de gravité reste un problème. L'absence de gravité prive les muscles humains de leur charge habituelle et ils commencent à s'atrophier assez vite. Et nos os souffriraient encore plus en apesanteur prolongée. Par exemple, la masse osseuse diminue d'abord. Puis, en raison du manque de stress sur les os, le calcium commence à se décomposer et à se libérer dans le sang, augmentant le risque de fracture osseuse. Parce que la pression sanguine dans le cerveau humain est beaucoup plus basse que dans nos pieds, si vous retirez la gravité, elle se stabiliserait également partout dans le corps. Cela pourrait mener à des saignements dans les vaisseaux sanguins, une vision altérée et un AVC. Mais si nous décidons de nous relocaliser sur Vénus, nous éviterons de tels problèmes. La gravité de la planète est presque égale à celle de la Terre.
Vénus a une atmosphère dense qui pourrait abriter les colons des radiations. De plus, il y a une énorme quantité de dioxyde de carbone accumulée dans l'atmosphère de la planète et de l'oxygène peut en être extrait. Mais il y a un problème. Derrière le voile épais de Vénus se cache un enfer vivant. De grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère créent un effet de serre extrême et élèvent la température à environ 475 degrés Celsius. La pression atmosphérique sur Vénus est à peu près la même que la pression à une profondeur de 900 mètres sous l'eau sur Terre. Donc même les sondes les plus protégées ne survivraient que quelques heures avant d'être aplaties par la pression atmosphérique gigantesque. La haute atmosphère de la planète est aussi inondée de pluies acides toxiques, plusieurs fois plus corrosives que la pluie la plus acide sur notre planète, et le vent à une vitesse de 360 km/h emporte tout sur son passage. Alors pourquoi les scientifiques considèrent-ils encore la colonisation d'une planète aussi horrible? Il s'avère que Vénus cache un endroit comme la Terre à une altitude d'environ 50 km. Là, une région avec un niveau de pression et de gravité presque comme sur Terre, et la température y est d'environ 30 à 50 degrés Celsius. Donc, construire des habitats flottants derrière les nuages de la planète pourrait être une bonne idée. L'équipe de la NASA a déjà commencé à développer le concept High Altitude Venus Operational Concept. La mission initiale envisageait un dirigeable de 129 mètres de long et 34 mètres de haut, protégé des hautes températures avec seulement une fine couche externe. Une idée était d'utiliser un mélange d'azote et d'oxygène comme gaz de levage pour le dirigeable, rendant son volume entier habitable. Cela rendrait le dirigeable plus léger que l'atmosphère vénusienne, lui permettant de flotter au-dessus des nuages. Et parce que Vénus est proche du Soleil, il y aurait une énergie solaire abondante, signifiant aucun problème d'énergie pour alimenter les habitats flottants et refroidir le dirigeable. Mais à la périphérie du système solaire se trouve encore un autre grand endroit pour les colons. Bien que ce corps céleste soit le satellite de Saturne, Titan est de la taille d'une petite planète et est le 10e plus grand objet du système solaire, incluant le Soleil. Son diamètre est 1,06 fois celui de Mercure, 1,48 fois celui de la Lune et 0,4 fois celui de la Terre. Le satellite géant ressemble plus à notre planète que n'importe quel autre corps céleste du système solaire. Titan a de nombreux lacs de méthane et d'éthane liquide qui ressemblent étonnamment aux plans d'eau de la Terre. Ils sont constamment réapprovisionnés par des pluies de méthane. Le sol est couvert de dunes d'hydrocarbures solides qui ressemblent aux dunes de sable sur Terre. Ces hydrocarbures pourraient être une excellente source d'énergie pour les colons. Même là, sur ce monde distant, les humains auraient des boucliers contre les radiations. La magnétosphère de Saturne et l'atmosphère d'azote de Titan sont 50% plus épaisses que celle de la Terre. Et la glace d'eau juste sous la surface du satellite peut être utilisée pour produire de l'oxygène. Et Titan est terriblement froid. Les températures moyennes sont d'environ moins 180 degrés Celsius. Mais les colons n'auraient pas à se cacher du froid amer sous une combinaison spatiale. L'atmosphère dense de Titan dissipe le froid, ce qui pourrait permettre aux gens de se promener en vêtements chauds et respirateurs. Et ils pourraient fabriquer des logements en plastique en utilisant des matières premières locales. Les scientifiques croient que sur Titan, nous devrions construire des maisons en forme de dôme gonflé, avec de l'oxygène et de l'azote chaud. Une autre caractéristique unique de Titan est que les premiers humains pourraient voler comme des oiseaux là-bas. La faible gravité combinée à une atmosphère dense permettrait d'effectuer des acrobaties en l'air avec des ailes attachées au dos. Mais avons-nous vraiment besoin d'un autre corps céleste pour vivre? L'idée de coloniser l'espace n'est pas vraiment nouvelle, car elle a été proposée dès 1975. Mais récemment, une équipe de l'université de Stanford a développé un projet visant à créer une colonie moderne parmi les étoiles et les planètes. Il est fait en forme de tore avec un diamètre de 1,6 km et une épaisseur de 150 mètres. Un tel logement pourrait accueillir 10 000 personnes. Il devrait tourner continuellement autour de l'axe pour créer une gravité artificielle. Il y aurait une zone industrielle pour traiter le minerai des planètes et satellites voisins. Les scories restantes pourraient être jetées dehors car elles deviendraient un bouclier fiable contre tout type de radiation. Dans la zone résidentielle, chaque colon recevrait un appartement séparé situé sur différents niveaux.
tous connectés par des escaliers en spirale où les gens se verraient souvent à l'envers. L'effet se produirait en raison de la rotation constante de la structure. Si vous aviez la chance de passer une journée sur n'importe quelle planète sans risque pour la santé, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous avez aimé ce challenge de survie planétaire, soutenez cette vidéo avec un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.